À l'heure actuelle, dans les salles de spectacle, on rencontre divers éléments de scénographie qui peuvent être des spots de poursuite, des spots d'animation, des sources laser, des dispositifs holographiques, des boîtes à fumée, etc., etc. Alors certes, ici, nous ne sommes pas dans une salle de spectacle, mais au laboratoire d'électronique du lycée. Et nous pilotons actuellement à l'aide d'une console de commande matérialisée ici par un PC portable, deux éléments de scénographie qui produisent le show que l'on voit actuellement sur l'écran. La console de commande que nous voyons ici est munie d'un certain nombre de curseurs que l'on actionne à l'aide de la souris du PC afin de produire la scénographie souhaitée. Alors dans le cas qui nous intéresse, nous avons conçu une scénographie que nous avons ensuite enregistrée et qui actuellement fonctionne en mode automatique. Ce qui explique que l'on voit certains curseurs bouger alors que personne en réalité ne les actionne. Et voici les deux éléments de scénographie que nous utilisons ici. Un spot d'animation qui s'appelle Lamp Lear ainsi qu'une source laser. Enfin, il nous reste à visualiser la liaison entre la console de commande et les éléments de scénographie qui, on le voit ici, s'effectue à l'aide d'un câble électrique. On propose ici une schématisation de notre dispositif scénographique. On distingue sur la gauche la console de commande et sur la droite les deux éléments de scénographie. Alors il faut savoir que les informations de commande transmises par la console sont normalisées et obéissent à un protocole qui s'appelle DMX et qui signifie Digital Multiplexing. C'est la raison pour laquelle, dans le jargon des salles de spectacle, on désigne les différents éléments de scénographie par le terme générique actionneur DMX. La société qui nous a vendu ce dispositif commercialise également des actionneurs de forte puissance utilisés en extérieur à l'occasion de spectacles son et lumière par exemple. Et dans ce cas, les actionneurs DMX peuvent être positionnés à des distances de la console de commande pouvant aller jusqu'à 500 mètres. Ce qui oblige les techniciens à tirer de très longs câbles, opération fastidieuse s'il en est. Donc la société nous a demandé s'il était possible de remplacer cette transmission par voie filaire par une transmission par voie radio, comme par exemple un modem Wi-Fi. Et c'est donc précisément le défi que nous avons proposé à nos étudiants dans le cadre du projet de BTS 2011. Voici le premier prototype que nous avons développé. On voit ici un collègue qui s'exerce au maniement de la console. Ici, on voit en gros plan les 4 curseurs de notre console et puis sur la droite, la carte émettrice avec son antenne. Ici, on voit la lyre et puis le dispositif, les deux cartes qui constituent le dispositif récepteur ainsi qu'une antenne de réception. Donc voilà, on arrive à faire tourner la lyre, tout fonctionne de la même manière qu'avec une liaison par transmission filaire. Alors, on voit ici le câble électrique qui sert à alimenter tout simplement le dispositif émetteur, mais on constate effectivement qu'il n'y a plus de transmission par voie filaire entre la console de commande et les actionneurs. Ici un gros plan sur les deux cartes qui sont nécessaires au dispositif de réception. Maintenant que la problématique est posée, il reste à fournir aux étudiants la feuille de route, c'est-à-dire le cahier des charges qui est matérialisé ici par le schéma fonctionnel. À partir de là, les étudiants doivent mobiliser leurs connaissances, rechercher sur Internet des informations pertinentes afin de proposer le schéma structurel correspondant à leur carte. Ensuite, ils réalisent le typon, c'est-à-dire le tracé des composants qui seront implantés sur leur carte. Et enfin, ils doivent bien sûr réaliser physiquement leur carte. Donc voici un exemplaire. Alors ici, 2 cartes réalisées par 2 étudiants associés au module émetteur. Et ici, 6 cartes
réalisé par 6 étudiants, associés au module récepteur. Une fois que les cartes électroniques sont câblées, il faut en vérifier les performances et s'assurer que leurs caractéristiques sont conformes au cahier des charges. Il s'agit là d'une phase expérimentale absolument cruciale dans le processus de développement d'un produit. Ici, nous voyons un étudiant en train de caractériser un filtre à l'aide d'un générateur radiofréquence ainsi que d'un oscilloscope. À l'heure actuelle, toutes les cartes intègrent un microcontrôleur qui est un composant programmable. Pour valider les fonctions remplies par ce composant, il faut donc le programmer. Et c'est ce que font actuellement ces deux étudiants au travers d'une activité que l'on appelle de développement logiciel. Ici un exemple de poste de mesure complet et complexe d'ailleurs. On reconnaît sur la gauche la carte émettrice avec son antenne et sur la droite, avec une antenne également, la carte réceptrice à laquelle sont associées deux autres cartes. Ces 5 cartes appartiennent à 5 étudiants qui viennent mettre en commun leurs solutions individuelles afin de vérifier que l'ensemble ainsi constitué, c'est-à-dire l'émetteur et le récepteur, fonctionnent conformément au cahier des charges. Il s'agit là évidemment d'une activité de synthèse qui se déroule en fin de projet, et si chacun a bien fait son travail, le projet pourra être entièrement validé. Ici un exemple de réglage d'analyseur logique. Et ici, un exemple de réglage d'oscilloscope. Deux activités extrêmement fréquentes en BTS système électronique. Le projet, dans son aspect technique, est désormais terminé. Tout fonctionne à la perfection. Et il reste donc à consigner par écrit les différentes étapes, les différentes activités conduites à l'occasion de ce projet. Chaque étudiant va donc rédiger un dossier qui servira de support à l'évaluation finale. Et bien sûr, nous ne terminerons pas cette vidéo sans en remercier les acteurs principaux, qui sont les étudiants de 2e année de BTS Système électronique du lycée d'Orléans.